La Russie brûle, pas métaphoriquement, littéralement, dans les lignes d'arbres brisées à l'est de Pokrovsk, dans les broussailles grises derrière la propre ligne de front russe dans le Donbass, un complexe de défense aérienne Buk-M, 3 de 67 millions de dollars, repose comme un squelette noirci d'acier tordu et de tubes de missiles calcinés. Son mât radar est fendu comme une côte brisée. Son lanceur transporteur, érecteur, est soudé au sol sous lui. Et voici la partie qui devrait inquiéter tout officier qui étudie cette guerre sérieusement. Ce système n'a pas été détruit par un missile américain à longue portée, il n'a pas été détruit par une plateforme furtive, il a été détruit parce que l'équipage russe l'a allumé, a illuminé le ciel et s'est engagé contre une cible qui n'existait pas. Une cible que l'Ukraine avait placée là volontairement pour pousser le radar à crier ses propres coordonnées dans l'air libre. C'est pas l'histoire d'un seul système de missiles. C'est une étude de cas sur la raison pour laquelle toute l'architecture russe de défense aérienne dans le Donbass fonctionne maintenant sur des hypothèses qui ne tiennent plus et sur la raison pour laquelle l'échec doctrinal sous cet incident s'accumule silencieusement depuis presque 2 ans. Ce que vous voyez n'est pas de la malchance pour un régiment. Ce que vous voyez, c'est le démantèlement systémique d'une défense en couche que Moscou croit encore intacte. Et avant la fin de cette analyse, vous comprendrez non seulement ce qui s'est passé dans cette ligne d'arbres, mais aussi pourquoi cela devait arriver dès le moment où l'Ukraine a industrialisé les leurs bons marchés à grande échelle. J'ai passé des décennies à étudier comment les armées se déplacent, comment elles se couvrent et comment elles meurent. J'ai commandé l'armée américaine en Europe. J'ai vu l'état-major général russe construire les familles Buk-S 400 comme l'épine dorsale de leur défense aérienne intégrée. Et je vais vous le dire, franchement, ce qui s'est passé dans le Donbass ce mois-ci est l'une des destructions doctrinales les plus nettes que j'ai vues dans cette guerre. Pas parce que l'Ukraine a tiré le meilleur missile, mais parce que l'Ukraine a forcé la Russie à tirer le mauvais. Laissez cela s'imprimer un instant. Les Russes ont détruit leur propre système de 67 millions de dollars en se faisant piéger pour l'utiliser. Et l'opération qui a déclenché cela a presque certainement été menée par les Ghosts, l'unité principale du renseignement de défense ukrainien, le même groupe qui, en une seule fenêtre de 2 semaines, a maintenant réduit systématiquement un Thorem, un radar Buk-M et un poste de commandement 55K6 appartenant au réseau de batterie S400 sur la ligne du Donbass. Ce n'est pas une série chanceuse, c'est une campagne. Maintenant, reculons la caméra, parce que pour comprendre pourquoi cela compte, il faut comprendre ce que la Russie pensait faire lorsqu'elle a avancé cette défense aérienne au départ. Revenons au début de 2024. La théorie russe de la défense du Donbass reposait sur 3 hypothèses, et les 3 étaient fausses. La première hypothèse était que la masse compenserait la vulnérabilité. Moscou croyait qu'en empilant des systèmes Thorem 1 à courte portée, des défenses ponctuelles Pansir, des Buk-M à moyenne portée et une couverture S400 à longue portée en bulles superposées, elle pouvait créer un bouclier en couche au-dessus de l'axe de Donetsk qu'aucune plateforme ukrainienne ne pourrait pénétrer sans perte catastrophique. Sur papier, ce calcul fonctionnait. Sur papier, le Buk-M 3 seul, un système dont la variante d'exportation a été évaluée entre 45 et 67 millions de dollars selon la configuration et la charge de missile, peut engager 36 cibles simultanément, suivre des aéronefs à 70 km et intercepter des missiles de croisière à basse altitude. C'est une capacité sérieuse. C'est pas un jouet. La deuxième hypothèse était que les émissions radar pouvaient être gérées. La doctrine russe de défense aérienne héritée de la tradition soviétique PVO suppose que l'opérateur contrôle le moment où le radar rayonne. Vous émettez, vous engagez, vous coupez, vous vous déplacez. La discipline d'émission est toute la logique de survie d'un système solaire mobile. Si vous rayonnez trop longtemps, vous mourrez. Chaque équipage russe de Buk le sait. Chaque commandant russe de S-400 le sait. Et pourtant, 2 ans après le début de la guerre des drones, cette doctrine a été discrètement inversée. La troisième hypothèse
et c'est celle qui a détruit le système dans le Donbass, était que l'enveloppe de menace se comporterait comme elle s'était comportée en 1999 ou en 2008 ou même en 2014. La Russie a construit sa défense aérienne du Donbass pour abattre des avions pilotés, des missiles de croisière et des missiles balistiques tactiques. Elle ne l'a pas construite pour survivre à un essaim de drones en contreplaqué à 2000 $ volant au ras du sol, augmenté par des leurres guidés par l'intelligence artificielle, alimenté en ciblage en temps réel par la reconnaissance satellitaire et supervisé par une unité du renseignement militaire ukrainien dont tout le travail consiste à pousser les radars à se suicider. La menace a changé. La doctrine, elle n'a pas changé. Et voici la leçon plus large. Quand vos hypothèses cessent de correspondre au champ de bataille, vos systèmes les plus coûteux deviennent vos cercueils les plus coûteux. Ce qui se passe ensuite change tout. Alors, laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie réellement au niveau stratégique. À la mi-2024, les Ukrainiens avaient compris quelque chose que les Russes n'ont toujours pas absorbé. La cible la plus précieuse sur la ligne du Donbass n'était plus l'infanterie. Ce n'était plus les blindés. Ce n'était plus l'artillerie. C'était le radar. Plus précisément, le radar d'acquisition de cible 9S 36M du Buk M3 et le radar d'engagement 92N 6E du S400. Détruisez-les et vous ne retirez pas seulement un système de missiles. Vous ouvrez une brèche de 30 km dans la bulle de défense aérienne par laquelle chaque Bayraktar ukrainien, chaque drone Lyuti à longue portée, chaque Ansan 86 modifié peut s'engouffrer sans être inquiété dans l'arrière opérationnel russe. Alors l'Ukraine a industrialisé la chaîne de frappe. Elle a commencé à produire des milliers de drones leurres bon marché et jetables. Beaucoup d'entre eux étaient basés sur le parodie et sur des cellules similaires en mousse et en contreplaqué, conçus pour ressembler à de vrais missiles de croisière ou à des drones d'attaque sur radar, mais coûtant une fraction du prix. Et là, associer ces leurres à de vrais drones de frappe, elle a associé les deux à des renseignements de ciblage provenant d'actifs spatiaux occidentaux et de sa propre collecte de renseignements électroniques. Elle a connecté l'ensemble au réseau de ciblage de l'unité principale, puis elle a attendu. Le schéma qui a émergé en mars, en avril, puis au printemps 2026 est maintenant indéniable. Les forces de drones ukrainiennes et l'unité Ghost du renseignement militaire ukrainien ont doublé le rythme de destruction de la défense aérienne russe par rapport à la fin de 2025. Le service de sécurité de l'Ukraine a, à lui seul, rapporté la destruction d'environ 4 milliards de dollars d'actifs russes de défense aérienne au cours de 2025, des batteries S-400, des S-300, des variantes Buk, des Pansir et des radars de soutien. 4 milliards de dollars. Laissez ce chiffre s'installer. Ce n'est pas de l'attrition, c'est une hémorragie. Et cela devient encore plus sérieux ici, parce que le taux de destruction n'est plus le titre principal. La méthode est le titre principal. C'est la variable militaire cachée que la couverture médiatique dominante continue de manquer. Quand vous voyez un rapport disant que l'Ukraine a détruit un bug russe dans le Donbass, ce que vous regardez presque certainement n'est pas un seul drone trouvant une seule cible. Ce que vous regardez, c'est une opération de tromperie en plusieurs phases dans laquelle l'Ukraine a délibérément présenté au radar russe une cible qu'il ne pouvait pas se permettre d'ignorer, a forcé l'équipage à rompre la discipline des missions, puis à exploiter la signature radar qui en a résulté pour livrer une frappe de précision contre l'émetteur lui-même. Dans le cas du Buk M3 détruit dans le Donbass, la séquence est presque certainement déroulée comme suit. Phase 1, l'Ukraine lance un petit paquet de drones sur un vecteur qui simule un profil de frappe profonde vers une cible russe de grande valeur à l'arrière, un dépôt de carburant, un nœud de munitions, un bunker de commandement. Les leurres sont volontairement envoyés assez haut et assez lentement pour être impossibles à manquer sur les radars russes. Ils ressemblent à des drones de frappe de classe Lyuti. Ils ressemblent à un vrai raid. Phase 2, l'équipage du Buk M3, installé dans sa ligne d'arbre près du front, reçoit l'alerte. Ces ordres ne sont pas subtils. Protéger l'arrière. Engager.
Le radar 9S, 36e, passe en pleine émission. Le lanceur transporteur, érecteur 9A, 310 A7, M pivote vers l'axe de la menace. Les données de poursuite sont transmises au poste de commandement régional. Le système est maintenant actif, engagé et diffuse sa signature électronique à pleine puissance dans un espace de bataille saturé de collecteurs de renseignements électroniques ukrainiens. Phase 3. En quelques secondes, et c'est ici que le piège doctrinal se referme, cette émission radar a été triangulée. Pas approximativement, précisément. L'Ukraine possède maintenant une position assez précise pour frapper une cible de 67 millions de dollars dont toute la survie dépendait du fait de ne pas être trouvée. Phase 4. Une deuxième vague arrive, ce ne sont pas des leurres, ce sont de vrais drones de frappe, possiblement augmentés par une munition à plus longue portée, guidée vers les coordonnées maintenant révélées. L'équipage du Buk est encore en train d'engager les leurs quand le véritable tueur franchit la ligne d'arbres à basse altitude derrière l'arc radar, là où le système ne peut pas se défendre. La charge explose sur le lanceur. Les missiles dans les tubes s'embrasent. Le mât radar s'effondre. L'équipage, s'il survit, se retrouve debout à côté d'un amas fumant de ce qui était auparavant l'une des pièces d'équipement militaire les plus coûteuses de l'inventaire russe. C'est pas un incident tactique, c'est une doctrine. Et cette doctrine a un nom dans la pensée militaire occidentale. La suppression des défenses aériennes ennemies. Mais ce que l'Ukraine a fait est quelque chose que l'armée de l'air américaine, avec tous ses Wild Weasel, ses missiles HARM et ses F-6CJ, n'a jamais vraiment accompli à ce niveau de coût. L'Ukraine a démocratisé la suppression des défenses aériennes ennemies. Elle a pris une mission qui exigeait auparavant un chasseur de 100 millions de dollars et un missile d'1 million de dollars, et elle en a reproduit l'effet avec un essaim de leur coûtant moins cher qu'une voiture usagée et un drone de frappe coûtant moins cher qu'une berline de luxe. C'est extrêmement important, et voici pourquoi le portrait stratégique plus large est pire pour la Russie que ne le laisse entendre la perte d'un seul Buk. Reculons encore, la caméra. Chaque système de défense aérienne que la Russie perd dans le Donbass fait 3 choses simultanément. Premièrement, il amincit le parapluie protecteur au-dessus des concentrations de troupes russes, des hubs d'approvisionnement et des nœuds de commandement dans l'arrière opérationnel immédiat, ce qui signifie que le prochain raid de drones ukrainiens rencontre moins de résistance. Ce qui signifie que davantage d'infrastructures russes sont détruites, ce qui signifie que la logistique russe se dégrade encore. Deuxièmement, il force les systèmes russes de défense aérienne survivants, soit à émettre moins, ce qui les rend moins efficaces dans leur mission principale, soit à émettre davantage et à accepter le même sort. Il n'y a pas d'option intermédiaire. La discipline des missions et l'efficacité opérationnelle sont maintenant mutuellement exclusives dans l'est de l'Ukraine. Troisièmement, et c'est la partie que Moscou ne règle pas, cela consomme une capacité de production irremplaçable. Le Buk M3 n'est pas un système que la Russie peut construire à grande échelle. Alma-Zanté, le fabricant, était déjà limité avant la guerre par les sanctions occidentales sur l'électronique avancée, les composants en nitrure de gallium et les processeurs de signal haut de gamme. Chaque Buk perdu dans une ligne d'arbre est un Buk qui ne sera pas remplacé cette année, et possiblement pas l'année prochaine non plus. La vraie question n'est pas de savoir si la Russie peut absorber une perte de 67 millions de dollars. La vraie question est de savoir ce qui arrive à la théorie russe de la victoire lorsque la bulle de défense aérienne au-dessus de l'axe de Donetsk développe des brèches permanentes et exploitables. Et la réponse est ce que nous observons en temps réel. Les drones ukrainiens de frappe profonde atteignent maintenant des cibles à Belgorod, Voronej, Bryansk, Rostov et jusque dans la ceinture de la Volga. Le complexe russe de raffinage du pétrole subit des dommages maintenant visibles sur les marchés internationaux du carburant. Des radars russes d'alerte avancée, y compris les systèmes stratégiques de classe Voronej, ont été frappés. La flotte russe d'aviation à long rayon d'action a perdu un pourcentage significatif de ses bombardiers stratégiques dans des raids successifs. Rien de cela n'est possible sans d'abord amincir la défense aérienne intégrée dans la zone avancée opérationnelle.
Et cet amincissement, c'est exactement ce que l'unité Ghost est en train de faire, un radar à la fois, dans les lignes d'arbres du Donbass. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie réellement au niveau culminant. Parce que cette destruction du bouc M3 est intéressante en soi, mais l'opération qui l'a transformée en point de bascule était plus grande qu'un seul système. Dans la même fenêtre de 2 semaines qui a produit la perte du bouc M3, le renseignement de défense ukrainien et des unités partenaires ont confirmé la destruction d'un système Thorem, un à courte portée, la mise hors service du radar 9 S10 A8M 1 A3, appartenant à la même famille Buk M3, et une frappe contre le poste de commandement 55K6 du réseau de batterie S400. Relisez cette liste. Le Tor gère la bulle intérieure, la défense ponctuelle contre les drones et les menaces volant bas. Le Buk M gère la couche intermédiaire, la moyenne portée contre les aéronefs et les missiles de croisière. Le S400 gère la couche extérieure, la longue portée contre les plateformes stratégiques. L'Ukraine n'a pas seulement détruit un Buk. L'Ukraine a frappé chaque couche de l'architecture intégrée de défense aérienne dans la même zone d'opération au cours des mêmes 2 semaines en utilisant largement la même méthodologie de tromperie et de frappe. C'est ce que les Russes n'ont pas absorbé. Ils traitent encore chaque perte comme un incident distinct. De la malchance, un équipage qui a brisé la procédure, un drone qui est passé. Ils ne la traitent pas encore comme ce qu'elle est réellement, une campagne coordonnée, répétable, à l'échelle industrielle de suppression des défenses aériennes ennemies qui a rendu obsolète toute leur doctrine de défense aérienne dans le Donbass. Et tant qu'ils ne l'accepteront pas, ils continueront à perdre des systèmes à ce rythme parce que la seule façon d'arrêter l'hémorragie est de redessiner fondamentalement le fonctionnement du réseau russe de défense aérienne. Changer les schémas d'émission, décentraliser le commandement, durcir les défenses contre les leurs, réentraîner les équipages sur une doctrine que l'état-major général russe n'a même pas encore écrite. Rien de cela ne se fait en quelques mois, cela se fait en années. L'Ukraine n'a pas besoin de leur donner des années. L'histoire retiendra ce qui s'est passé ensuite. Dans les jours qui ont suivi la destruction du Buk M3, les conséquences opérationnelles ont commencé à s'accumuler. Les frappes aériennes russes menées par des Su-34 et des Su-25 au-dessus de l'axe de Pokrovsk sont devenues mesurablement plus prudentes. Les pilotes n'entreront pas dans un secteur où ils ne peuvent pas être certains que le parapluie solaire ami est intact parce que le prochain missile tiré depuis le sol pourrait être ukrainien. La couverture des drones de reconnaissance russes dans le même secteur s'est amincie parce que les plateformes Orlan et Zala, qui tournaient dans le secteur, dépendaient du parapluie radar pour leur survie. Les tirs ukrainiens de contre-batterie se sont améliorés parce que la défense aérienne russe supprimée signifiait que les drones d'observation ukrainiens pouvaient rester plus longtemps en vol stationnaire. La chaîne de frappe raccourcie, la chaîne de frappe russe s'allonge. C'est l'asymétrie qui gagne les guerres. Et elle se produit maintenant dans les lignes d'arbres du Donbass. C'est le moment où l'équilibre de la défense aérienne dans l'est de l'Ukraine a basculé. Et il a basculé non pas parce que l'Ukraine a acquis une nouvelle arme miracle, mais parce que l'Ukraine a industrialisé une méthode. La méthode est plus ancienne que cette guerre. Les pilotes israéliens en ont utilisé des variantes au-dessus de la vallée de la Bekaa en 1982. Les pilotes américains en ont utilisé des variantes au-dessus de l'Irak en 1991, mais personne jusqu'ici ne l'avait utilisé avec le volume, le coût et la persistance que l'Ukraine a atteint en 2026. Et c'est le schéma plus large que ce qu'a confirme. La guerre moderne ne concerne plus le coût de votre plateforme. Elle concerne le coût nécessaire pour forcer votre ennemi à utiliser sa plateforme contre une cible qui vous a coûté une fraction de ce que sa réponse lui coûte. C'est cette équation que la Russie a perdue. C'est cette équation qu'elle ne semble pas savoir réapprendre. Alors, que prévoir à partir d'ici? 3 choses, et je serai direct sur les 3. Premièrement, le rythme d'attrition de la défense aérienne russe dans le Donbass ne ralentira pas, il accélérera
L'Ukraine a maintenant démontré que la doctrine de tromperie et de frappe fonctionne à grande échelle, et l'unité principale l'a institutionnalisée. Attendez-vous à davantage de pertes de Tor, davantage de pertes de Buk, et voici le développement le plus important. Attendez-vous à des pertes supplémentaires de composants du S-400 dans les mois à venir, particulièrement les radars d'engagement 92 N6E et les véhicules de commandement 55 K6. Le S-400 n'est pas un seul objet. C'est un réseau de véhicules et l'Ukraine a appris quel véhicule détruire en premier. Deuxièmement, les conséquences opérationnelles rayonneront vers l'extérieur. À mesure que le parapluie de défense aérienne du Donbass s'amincit, les drones ukrainiens de frappe profonde atteindront des cibles qu'ils ne pouvaient pas atteindre auparavant. Les raffineries de Saratov, Samara et Volgograd brûleront plus souvent. Les aérodromes russes hébergeant des escadrons de Sou-34 et de Sou-35, à moins de 400 km du front, se retrouveront menacés. Le coût par sortie de la puissance aérienne russe augmentera parce que chaque aéronef vole maintenant dans le doute quant à savoir si sa couverture solaire est réelle ou théâtrale. Troisièmement, et c'est le verdict stratégique, la théorie russe consistant à tenir le Donbass grâce à une défense aérienne en couche appartient maintenant au passé. Elle ne fonctionne pas. Elle n'a pas fonctionné depuis 6 mois. Il est peu probable qu'elle fonctionne de nouveau sans une refonte doctrinale que Moscou n'a montré aucune capacité à exécuter. Et plus Moscou refusera de le reconnaître, plus des systèmes de 67 millions de dollars termineront leur vie de service sous forme d'épaves fumantes dans des lignes d'arbres que les drones ukrainiens possèdent maintenant. La leçon plus large ici est celle avec laquelle je veux que chaque spectateur reparte parce qu'elle s'applique bien au-delà de cette guerre. Quand une armée construit sa survie sur une doctrine qui dépend de conditions contrôlées par l'ennemi, cette armée ne se défend pas. Elle attend d'être tuée selon un calendrier fixé par l'ennemi. La Russie a construit sa défense aérienne du Donbass sur la discipline des missions. L'Ukraine a pris le contrôle du moment où la Russie aimait. Au moment où ce contrôle a changé de main, chaque système solaire russe dans l'est de l'Ukraine est devenu une cible attendant une coordonnée. Le Buk M3 n'était que le plus récent. Ce ne sera pas le dernier. Ce que vous venez de voir n'est pas un incident tactique. C'est une étude de cas sur la raison pour laquelle un camp s'est adapté, pourquoi l'autre ne l'a pas fait, et pourquoi la guerre dans l'est de l'Ukraine ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est aussi une fenêtre sur la prochaine guerre. Parce que les leçons qui s'écrivent dans le Donbass en ce moment seront étudiées dans tous les collèges d'état-major du monde pendant les 30 prochaines années. Le camp qui les apprendra le plus vite dominera la prochaine décennie de compétition militaire. Le camp qui ne le fera pas découvrira ce que la Russie découvre, que les systèmes les plus coûteux de votre inventaire sont ceux que l'ennemi peut le plus facilement retourner contre vous.